Nous avons l'honneur à présent d'accueillir Madame Catherine Souplet de l'Université de Lille, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation, qui va nous parler du parcours d'une chercheuse, du parcours réflexif d'une chercheuse en sciences de l'éducation. Je lui laisse la parole. Bonne présentation. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci aux organisatrices de cette journée, entre autres parce que ça permet d'écouter différentes interventions vraiment toutes intéressantes. Alors moi, je vais vous présenter une analyse rétrospective de mon parcours de chercheuse en sciences que sont les sciences de l'éducation et de la formation, avec une affirmation choisie qui constitue le sous-titre en bleu de ma présentation. Je me positionne comme chercheuse féministe. Alors, ce faisant, je ne cherche absolument pas à particulariser mon parcours, mais plutôt à tirer parti d'une singularité, c'est-à-dire un parcours individuel, un vécu, pour essayer d'identifier des mécanismes, des éléments contextuels qui imprègnent le parcours, le cheminement professionnel en recherche en tant que femme. Donc, il ne s'agit pas de parler de soi pour parler de soi. L'objectif, c'est d'activer aussi des résonances collectives, parce que, à côté du fait de compter, qui est effectivement extrêmement important, je pense qu'on a aussi besoin de documenter encore et encore les expériences et les vécus. Alors, je passe en dernier dans cette journée, donc inévitablement, je vais réactiver des choses qui ont été dites avant, notamment par rapport à l'intervention précédente, là, sur la discipline féminisée. Je vous laisse faire les liens de tout ce qui va faire écho. Et ne vous inquiétez pas, je vais quand même compter un peu aussi, donc tout ira bien. Mais en guise d'introduction, puisque cette journée est placée sous l'égide des femmes et de la science, moi je voudrais commencer par quelques femmes que j'aurais bien envie de m'auto-attribuer comme marraines. Et si je souhaite commencer ainsi, c'est justement pour éviter que ces noms n'apparaissent qu'en termes de référence dans mes propos, donc rapidement, trop rapidement, ou encore à la fin, en bibliographie. Ce sont des femmes, majoritairement des chercheuses, qui, par leurs écrits, stimulent la réflexion sur les questions qui articulent pratique de recherche, place des femmes, apport des féminismes. Bon, mais c'est aussi une façon vraiment de faire une place importante aux femmes pour moi. Donc, je mobilise le questionnement général de cette journée, là, que j'ai repris dans cette diapo, mais en ramenant ce questionnement à une échelle plus restreinte, c'est-à-dire un parcours dans des contextes, en essayant de mettre en lumière des effets liés au genre et à la catégorie sociale. Parce que si effectivement, comme le dit cet argumentaire, il est nécessaire de mettre en évidence et d'étudier les discriminations, je le redis, il me semble tout aussi nécessaire d'éclairer ce que cela provoque dans les parcours, dans les vécus, de façon subjective, parce que c'est une dimension qui est trop souvent laissée dans l'ombre, parce qu'une chercheuse se doit d'être objective et donc de ne pas trop parler d'elle. Donc, ce faisant, je m'efforce de passer d'un vécu personnel à une perspective épistémologique et politique. Et là, j'active une des dimensions des épistémologies féministes qui sont mon cadre théorique, c'est-à-dire partir de l'expérience des femmes pour construire des savoirs, en l'occurrence des savoirs sur nos environnements de travail. Ce faisant aussi, je m'associe avec grand plaisir à la cohorte des faiseuses d'histoire, cohorte initiée par Vinciane Després et Isabelle Stengers, c'est-à-dire celle des filles et des femmes qui sont entrées à l'université, mais sans vraiment penser que le fait d'être une fille, d'être une femme posait une question particulière, et qui ne se sont pas tenues pour autant à se conformer avec loyauté à un ordre établi. Donc, faiseuses d'histoire, j'espère l'être, au sens de bousculer un peu des ordres établis, mais aussi de contribuer à une histoire qui vient à la suite d'autres et que d'autres peuvent compléter pour rendre compte justement de pratiques et de contextes de recherche, contexte que je désigne par le terme écosystème. Alors écosystème, si on reprend la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales, c'est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants, animaux et végétaux, bon moi j'ajouterais les êtres humains, et par le milieu dans lequel ils vivent. Suivant cette définition,
Je considère que les pratiques de recherche se développent dans des écosystèmes qui sont composés de chercheurs-chercheuses, de réseaux relationnels qui croisent des dynamiques individuelles et collectives, d'idées, de discours, de représentations, de concepts qui sont mis en circulation. Et ces écosystèmes sont caractérisés par des enchevêtrements d'espaces. Espace local d'une équipe de recherche, espace élargi d'un champ de recherche, et aussi espace de la discipline scientifique à laquelle on est rattaché ou on se rattache. Et ces écosystèmes sont imprégnés de logiques genrées, plus ou moins normatives, avec ce que cela induit. Parce que, on l'a bien vu avec toutes les communications, je ne vais pas m'étendre là-dessus, être femme enseignante-chercheuse à l'université, aujourd'hui, c'est encore une caractéristique qui mérite d'être regardée spécifiquement. Puisque finalement, le dernier rapport du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche mentionne encore, et je reprends cette expression, même s'il y en a d'autres, Hélène vient de nous le dire, qui pourrait être peut-être métaphoriquement plus pertinente, mais mentionne encore ce plafond de verre qui est très présent dans l'enseignement supérieur. Donc même si il y a des comités paritaires, même s'il y a des instances de gouvernance qui promeuvent des politiques plus égalitaires, pour autant, on n'arrive pas à renverser des tendances sociologiques qui sont encore très prégnantes. Alors mon écosystème, c'est ce que je propose d'examiner aujourd'hui selon plusieurs échelles. C'est-à-dire le fait d'être une enseignante-chercheuse au sein d'une institution, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le fait d'appartenir à une section universitaire. Ma section universitaire, c'est la 70e section, celle des sciences de l'éducation et de la formation. Et le fait d'appartenir à un laboratoire. Mon laboratoire, c'est le CIREL à l'Université de Lille. Alors, vous allez le voir, c'est là que je vais compter un peu. Je mobilise différentes sources qui sont un petit peu éparpillées, donc avec des dates différentes, 2023, 2024, 2026. Mais bon, elles sont dans un empan qui est quand même suffisamment resserré pour, à mon avis, avoir une valeur certaine, puisque après, les différences sont quand même minimes en termes de nombre. Alors, je commence par l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur et la recherche. En 2023, nous sommes 55 200 enseignants, enseignantes, chercheurs, chercheuses. Parmi ces 55 200, 39% sont professeurs des universités, 61% sont maîtres, maîtresses de conférences. Bon, au vu de ce que vous venez d'entendre, c'est une répartition logique d'une certaine manière dans le système actuel, puisque avoir un poste de professeur des universités, ça correspond à une évolution dans la carrière et avec une forme de hiérarchie par rapport au poste de maître, maîtresse de conférences. En ce qui concerne la répartition femmes-hommes, parmi l'ensemble des enseignants, enseignantes, chercheuses titulaires, 41% sont des femmes. Aujourd'hui, là, c'est vraiment le rapport de 2025. Parmi les professeurs des universités, 32% sont des femmes. Parmi les maîtres, maîtresses de conférences, 45% sont des femmes. Tout va bien, je ne fais que confirmer ce qui a été dit auparavant. Et je continue en arrivant dans ma section, dans la 70e section, celle des sciences de l'éducation et de la formation. Alors là, pour travailler, je me suis appuyée sur la fiche démographique de l'année 2024, puisque chaque section publie une fiche démographique. Donc c'est celle qui a été publiée en 2025. En 2024, nous étions 718 enseignants, enseignantes, chercheurs, chercheuses, avec 397 femmes, donc 55,3%, et 321 hommes, donc 44,7%. Sans surprise, j'ai envie de dire, les sciences de l'éducation et de la formation sont une section plus féminisée qu'à l'échelle de toutes les sections universitaires. Alors plus féminisée, et quand je dis sans surprise, c'est parce que bien évidemment, on est dans un univers où tout ce qui est pratique éducative est davantage corrélé au féminin. Mais pour autant, qu'est-ce que cela produit dans la carrière? Alors maintenant, je redescends encore un peu et je vais dans mon laboratoire. Donc j'ai fait le petit travail de recension. Je précise que dans mon laboratoire, nous sommes 4 équipes. Donc là, j'ai gardé effectivement les chiffres pour chacune des 4 équipes. Alors, on le voit, nous sommes davantage de femmes que d'hommes, puisqu'il y a 42 femmes et 29 hommes. Mais là, un écart notable avec la moyenne nationale est à souligner. Si dans la moyenne nationale, l'écart entre le pourcentage total de femmes et d'hommes est d'environ 10,5 points, dans mon laboratoire, il est d'environ 18 points. Donc,
dans cette section féminisée que sont les sciences de l'éducation et de la formation, mon laboratoire semble encore davantage féminisé qu'à l'échelle nationale. On peut tout à fait alors se dire que cela peut favoriser le parcours des femmes et peut réduire les effets discriminants. Vous vous doutez bien que la réponse est non, hein. Mais quand même. Alors, pour examiner cela, maintenant, je propose de regarder un peu ces chiffres. Alors, toujours selon le statut, vous le voyez dans le tableau, hein. Donc, d'une part, les PU, de l'autre part, les maîtres, maîtresses de conférences. Mais maintenant, je m'intéresse à la répartition femmes-hommes, hein, en comparant échelle nationale, hein, avec les chiffres de 2024, et l'échelle de mon laboratoire, où là, j'ai tout réactualisé, là, très récemment, hein, donc en mars 2026. On le voit, hein, pour les PU, au sein du laboratoire CIREL, si vous regardez la deuxième ligne, le ratio femmes-hommes est quasiment équivalent à celui de l'échelle nationale. Pour les maîtres et maîtresses de conférences, l'écart est manifeste et plus important qu'à l'échelle nationale. Un écart de quasiment 30 points dans mon labo, alors qu'il est de 16 points à l'échelle nationale. La plus forte féminisation que j'ai soulignée là à l'instant dans mon laboratoire, donc, ne se traduit pas proportionnellement dans la répartition des postes entre professeurs des universités et maîtres, maîtresses de conférences. Je continue, toujours avec mes chiffres, hein, sur cette question de répartition femmes, hommes, PU, maîtres, maîtresses de conférences, mais en ramenant ça à l'ensemble des femmes d'une part et l'ensemble des hommes d'autre part. C'est-à-dire je prends la logique inverse à celle qui est là. Hein, où là, je partais de PU, maître de conf. Là, je vais partir de hommes, femmes. À l'échelle nationale, pas trop de surprise dans les chiffres, hein, on le voit bien, il y a un écart plus important entre professeurs des universités et maîtres maîtresses de conférences chez les femmes que chez les hommes. Hein, proportionnellement, davantage d'hommes ont un poste de PU. À l'échelle de mon laboratoire, là aussi, en ramenant le nombre de professeurs des universités et de maîtres maîtresses de conférences à l'ensemble des femmes d'une part, hein, où on est 42, et l'ensemble des hommes d'autre part, où ils sont 29, il apparaît que la proportion de femmes professeurs des universités est nettement inférieure à celle des hommes professeurs des universités. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand on met en comparaison ces deux tableaux, voilà, là j'ai repris les deux tableaux que vous venez de voir. On constate, hein, là j'ai mis en termes d'écart, on constate les écarts logiques au vu de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, de ce que je viens de déplier déjà, entre maîtres, maîtresses de conférences et professeurs des universités, à l'échelle nationale et à l'échelle du laboratoire. Mais là où il y a une petite anomalie, regardez, c'est pour les hommes du CIREL. Parce que regardez, l'écart entre les professeurs des universités et des maîtres et maîtresses de conférences dans mon laboratoire, donc davantage féminisé, n'est que de 3 points. C'est quand même un écart notable par rapport aux autres. Donc, dans mon système, il semblerait que les hommes sont favorisés quant à leur carrière. À nouveau, la féminisation plus forte qu'à l'échelle nationale ne se traduit pas par une répartition proportionnelle, professeurs des universités, maîtres, maîtresses de conférences, femmes, hommes. Est-ce le plafond de verre? Peut-être, hein, mais en tous les cas, c'est une illustration des processus, des phénomènes qui sont à l'œuvre dans nos environnements de travail. Pour apporter quelques éléments complémentaires à tout cela, je me réfère à une enquête menée par 2 collègues en sciences de l'éducation et de la formation, Angela Barth et Nassira Edjerassi, à propos des logiques sexuées à l'œuvre dans la carrière des enseignants, enseignantes-chercheuses en sciences de l'éducation et de la formation. Alors, leur article est de 2017, mais je pense que leurs conclusions sont encore tout à fait valables. Donc, elles concluent avec ces 2 constats. Elles disent « Les femmes semblent plutôt s'investir au niveau pédagogique dans des directions de diplôme, alors que les hommes sont davantage à la tête d'unités de recherche. En plus, les enseignants-chercheurs hommes sont plus porteurs de projets de recherche que leurs homologues féminines. Et elles soulignent que potentiellement c'est un problème, puisque ce sont des différences qui peuvent être déterminantes dans la carrière au moment justement de postuler à la fonction de professeur des universités, puisque ce sont des critères qui sont plus valorisés. Elles se sont aussi intéressées à la direction d'unités de recherche. Il y en avait 29 quand elles ont fait leur enquête en 2015-2016. Sur les 29, 7
ont des directrices. 2 ont des binômes de direction mixtes, donc femmes-hommes. 1 a un binôme de direction exclusivement masculin. 19 ont des directeurs. Là aussi, on le voit, les hommes sont davantage sur la direction d'unités de recherche, ce qui confirme aussi leur constat précédent que j'ai évoqué, les femmes qui sont davantage sur des aspects pédagogiques. Et là, par derrière, on distingue en filigrane comme des caractéristiques qui seraient des caractéristiques dites masculines d'une part, voyez, diriger, manager, être objectif, avoir l'autorité, donc être à la tête d'une unité de recherche, et de l'autre côté, des caractéristiques dites féminines qui réfèrent au care, où on prend soin des étudiants, où on est plutôt sur l'accompagnement et les dimensions pédagogiques. Alors par rapport à ça, à nouveau, je reviens dans mon laboratoire, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à la direction des équipes de recherche? J'ai fait le total. Je précise que dans mon laboratoire, depuis l'an dernier, en 2025, le choix a été de fonctionner par binôme de direction pour toutes les équipes. Direction, direction adjointe. Sauf que là, vous voyez ce que ça donne. Sur les postes de direction, il y a 4 hommes et 1 femme. Sur les postes de direction adjointe, eh bien, il y a 4 femmes et 1 homme. Indubitablement, cela génère potentiellement, de fait aussi parfois, des rapports de pouvoir. Donc on le voit, les questions de genre sont encore loin d'être anodines. Alors maintenant, moi, je me suis trompée de sens dans les flèches. Moi, en ce qui me concerne, comment j'ai pris place et comment j'ai une place dans cet écosystème? Alors je tiens d'abord à préciser que j'ai échappé à certains effets genrés qui pèsent parfois sur le déroulement d'une carrière universitaire. Notamment, vous le voyez, parce que j'y suis entrée à 51 ans, donc plutôt dans une dernière phase de ma vie professionnelle. Donc, je n'ai pas été concernée par les moments particuliers liés à la maternité, à la parentalité, qui, on le sait bien, constituent aussi des étapes décisives dans l'apparition d'inégalités professionnelles. Pour autant, je vous rassure, ça a quand même eu lieu avant 51 ans, puisque j'ai aussi été maman, j'ai été concernée par ces questions-là, mais c'était avant d'arriver à l'université. Mais au vu de ce que je viens de vous dire, regardez les responsabilités que j'ai assurées dans mon environnement de travail. J'ai été responsable pédagogique de la licence 1. J'ai été responsable pédagogique de la mention licence. J'ai été directrice adjointe du département. Et j'ai été directrice éditoriale d'une revue avec, à la clé, une énorme part de travail invisible. Donc là, finalement, ma situation personnelle est une illustration de tout ce que je viens de dérouler en termes de constats que l'on retrouve dans mon parcours. Je continue parce que je voudrais maintenant revenir sur ce qui a précédé mon entrée à l'université à 51 ans et qui n'a pas échappé à ces effets de genre et de catégorie sociale. Bon, là, j'ai mis Rose-Marie Lagrave avec son ouvrage remarquable qui a été une source d'inspiration pour moi, son ouvrage « Se ressaisir ». Pour commencer, je dois évoquer 3 caractéristiques qui sont constitutives de mon identité et qui impactent mon cheminement. Je suis issue d'une classe sociale particulière, celle qui est nommée la classe ouvrière. Je suis une femme et j'ai des enfants. Et j'ai exercé longtemps en tant que professeure des écoles et institutrice au début de mon parcours professionnel. Alors avant même d'arriver à l'université, vous l'avez bien compris, j'ai eu une profession autre avant d'être enseignante-chercheuse. Donc je vais revenir un peu sur les débuts de mon parcours et sur l'idée de choisir son métier. À 18 ans, je suis entrée à l'école normale d'instituteurs et d'institutrices de l'Oise. Mais rétrospectivement, il m'est quand même difficile d'affirmer que je voulais vraiment exercer ce métier par vocation comme on l'entend bien souvent. Alors je savais qu'après l'obtention du bac, ce qui faisait guère de doute puisque j'étais quand même plutôt une bonne élève, je devais poursuivre, je devais avoir un métier. Pour cela, il fallait faire des choix. J'en avais fait 2. Je m'étais inscrite dans une faculté de droit à Paris et j'avais décidé de passer le concours d'entrée à l'école normale dans mon département. J'ai été reçue à ce concours en étant classée parmi les premières. Du coup, j'ai laissé de côté les études de droit. Jusqu'où étaient-ce des choix réfléchis et assumés? C'est bien difficile à dire aujourd'hui. A posteriori, ce début de parcours me semble représentatif de ma situation du moment.
J'étais une bonne élève, j'étais une fille, je vivais dans un petit village, je grandissais dans un milieu familial qui m'encourageait à des études pour avoir un métier, mais sans connaissance des rouages de cet univers des études supérieures. Et, comme je l'ai dit, je grandissais dans une catégorie sociale identifiable. J'étais fille d'ouvriers et de petites commerçantes du village. Eh bien, le métier d'institutrice était parfait. Il était considéré comme presque idéal, censé permettre pour une femme de conjuguer vie professionnelle et vie familiale avec, à la clé, une sécurité de l'emploi. J'avais décroché le gros lot, finalement. Donc, j'ai choisi, mais en étant pris dans un faisceau de contraintes et de représentations que je n'identifiais pas, sans omettre qu'une des normes de cette catégorie sociale dans laquelle j'ai grandi est de ne pas sortir du lot, de ne pas se singulariser. C'est aussi ce que mettent en évidence Marie-Rose Lagrave dans l'ouvrage que je viens de montrer et Bell Hooks dans tous ses travaux. Et ça aussi, ça a joué dans mon parcours, parce que c'est quelque chose que j'ai incorporé dans le fait de ne pas trop se montrer, de respecter la rupture entre privé et public, c'est-à-dire entre professionnel et domicile. Alors, je continue et j'arrive à l'université, puisque je suis donc passée de professeur des écoles à l'université. Ne vous inquiétez pas, je vais pas dérouler tout mon CV. Je ne prends que quelques petites étapes. Parce que, en fait, c'est un peu par hasard que je suis entrée en recherche. Et avec des questionnements initiaux qui étaient directement corrélés à ma pratique professionnelle, à mes pratiques d'institutrice, où je m'interrogeais sur ce qui se passait pour mes élèves quand ils étaient dans la classe. Eh bien, ça a impacté mon entrée dans ce que l'on désigne par communauté scientifique. Par le fait, d'une part, de m'intégrer dans une équipe de recherche en didactique, c'est l'équipe Théodile, ou alors, j'ai été identifiée comme didacticienne de l'histoire. Mais là encore, a posteriori, j'ai le sentiment d'avoir été assignée à cette identité. Et d'autre part, prendre place aussi dans cette communauté de la didactique de l'histoire, avec la particularité de mes recherches qui s'intéressaient aux apprentissages d'élèves d'école élémentaire. Là, à nouveau, de nombreuses caractéristiques influent sur les façons de prendre place, le genre, le parcours, le statut professionnel. Pour ma part, mon contexte était celui-ci. Nous étions 3 chercheuses-chercheurs en didactique de l'histoire, parmi quelques autres, mais à développer synchroniquement des travaux. Mes 2 collègues sont des hommes. Ils ont tous les 2 été professeurs d'histoire-géographie dans le secondaire au début de leur carrière. Ils ont eu un parcours de formation en histoire et gardent cette discipline comme référence. Je suis une femme, professeure des écoles en début de carrière. J'ai eu un parcours de formation pour une pratique professionnelle d'enseignement généraliste. Je m'intéresse à l'école élémentaire sans aucune révérence à l'égard de la discipline histoire. C'est probablement identifié comme moins noble. Alors vous le voyez, homme, femme, professeur agrégé, professeur des écoles, établissement du secondaire, école élémentaire, il y a là à nouveau de potentiels rapports de pouvoir et de reconnaissance qui s'infiltrent. Au bout du compte, plafond de verre, invisibilité, répartition des responsabilités et des tâches professionnelles, façonnage des identités, tout cela est activé dans mon parcours. Alors, aborder de façon réflexive et documenter le parler de soi permet, je l'espère, d'aller dans les rouages de ce qui se joue, d'assumer le discours subjectif pour mieux mettre en évidence ce qui s'infiltre dans les parcours. Pour conclure, je voudrais reprendre à mon compte le « Think We Must » de Virginia Woolf. Il nous faut penser, parce que c'est un appel à penser toujours et une adresse faite aux femmes, pour ne jamais oublier que les femmes ont souvent lutté et luttent encore pour occuper les terrains hors de la sphère domestique, et que cette lutte apparaît d'autant plus inégale lorsque le critère du milieu social intervient. S'il ne s'agit aucunement d'être identifié avant tout selon une particularité féminine, il importe de ne pas l'occulter. D'une certaine manière, j'ai pourtant contribué à cette occultation au sein de mon parcours, car arrivant à l'université, j'ai éclipsé le féminin qui me caractérise, en rabattant ma désignation professionnelle sur ma fonction. Je me disais maître de conférence ou enseignant-chercheur.
Je trouvais que les mots composés, maîtresse de conférence, enseignante-chercheuse, heurtaient l'oreille. Alors qu'aujourd'hui, je les revendique. Voire, je suis maintenant interrogative lorsqu'une collègue femme reprend à son compte des termes masculins pour se désigner. Donc, il s'agit d'être chercheuse, femme, féministe et attachée à la robustesse des travaux de recherche. Donc, allons voir où cela nous mène. Je vous remercie de votre écoute. Alors, je précise juste que une grande part de ce que je viens d'exposer provient directement de la note de synthèse pour mon dossier d'HDR que j'ai soutenu assez récemment en octobre dernier, et voilà, où il y avait tous les éléments pour cela. Et bien évidemment, la petite bibliographie. Je sais pas qui est. Tu vas beaucoup plus vite. Merci pour votre intervention. Tout d'abord, c'est pas une question. Enfin, j'avais une question depuis pour la précédente intervention, mais du coup, votre intervention y a répondu. Je me demandais depuis ce matin, on aborde la catégorie femme comme une catégorie homogène, et je me disais que quand on travaille sur les questions d'inégalité et de discrimination, on ne peut pas faire comme si c'était une catégorie homogène. Et du coup, votre présentation y a répondu. Donc, merci pour votre intervention qui rappelle qu'effectivement, voilà, il y a des dynamiques aussi de pouvoir dans cette catégorie femme, et que c'est aussi un point aveugle, je trouve, dans la question des études de genre et des études féministes, et je trouve intéressant. C'est de moins en moins un point aveugle, mais ça l'est toujours. Et je trouve qu'aborder la question d'autres rapports de pouvoir, et notamment la question du classisme, voilà, ça fait du bien. Donc, merci pour votre intervention. Merci. Et puis, je pense qu'il y a aussi la question de la prise en compte des identités, avec les multiples facettes des identités. Et ça, effectivement, ça me paraît indispensable. Et d'ailleurs, juste, je me permets encore de rebondir parce que ça, ce que vous venez de dire, ce sur quoi je suis complètement d'accord, c'est là où les épistémologies féministes aident aussi à travailler sur toutes ces questions-là et à ne pas faire des catégories homogènes, avec tout ce qui est théorie du positionnement et de l'objectivité forte. Ça aide aussi à travailler sur ces questions-là. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais poser une question sur la place du fait de travailler nous-mêmes sur des questions de féminité, féminisme, genre, etc., peu importe la façon dont on va le nommer, on voit l'influence que ça peut avoir sur les parcours et la façon dont on peut réinterpréter ou en tout cas revisionner les parcours. Ça pose aussi la question de la reconnaissance de ces sujets-là du point de vue institutionnel et universitaire. Et une question que je me posais, c'est la place. On a de plus en plus maintenant les questions du rapport, on va dire, à l'espace public, le fait de prendre la parole dans les médias pour diffuser un peu nos recherches. La question que je me posais, c'est en tout cas, je sais pas quel retour vous pouvez avoir sur cette thématique-là et comment amener cette notion de crédibilité à l'extérieur, puisque cette question de subjectivité en lien au sujet spécifique du féminisme, amène à poser à un certain moment la question du militantisme des travaux et des savoirs. C'est une question qui se pose dans plusieurs thématiques, peut-être plus spécifiquement, en tout cas j'ai l'impression, c'est peut-être un stéréotype, mais en sciences humaines et sociales, parce qu'on a l'impression que c'est un sujet que tout le monde connaît, à la différence peut-être de la chimie ou des maths sur lesquelles les gens se sentent moins légitimes. Et c'est une question que je me pose souvent, et tout à l'heure, en revenant de la pause, on a une collègue ici qui est revenue et qui m'a dit que, suite à ce qui s'était passé ce matin, elle avait raconté ce que j'avais dit dans son labo et qu'une personne de son labo lui a dit « Non, c'est pas du tout ça. En sport, maintenant, il y a plus de femmes dans les médias. » Enfin, voilà. Et c'est un élément qu'on a assez souvent d'un décalage, et c'est exactement ce que vous avez montré, entre l'image qu'on peut avoir en disant « En fait, je suis dans un labo qui est très féminisé, donc en gros, il n'y a pas de souci. »
et ce que nous, on peut en montrer du point de vue de recherche. Et ce décalage entre ce qu'on peut voir au quotidien et ce que les recherches apportent avec une prise de recul ou historique ou du fait d'avoir des chiffres, bref, amène à cet élément. C'est une question que je me posais. Est-ce que vous avez, vous, cette réflexion sur ce rapport qui est peut-être moins en recherche, mais plutôt dans l'espace public ou même les discussions, j'ai envie de dire, au quotidien, quoi. Votre réaction ce que vous venez de dire est complexe et il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. D'une certaine manière, ça me renvoie aussi à la question qui vous a été posée ce matin, ou lorsqu'on vous a demandé, mais en fait, ce sur quoi vous travaillez, quelle place vous prenez, vous, est-ce que c'est parce que c'est une femme que vous travaillez sur ces questions-là? Et bien évidemment, la question. Alors, après, toute la question du militantisme, moi, je suis prête à revendiquer ça, et je vais expliquer pourquoi. Mais on sait très bien que d'un point de vue scientifique, spontanément, ça produit une forme de décrédibilisation. Ça, on le sait très bien. Donc peut-être plutôt que de militantisme, on peut peut-être parler d'engagement, qui est un terme un petit peu plus neutre et qui fait que parfois il y a des propos qu'on peut plus facilement tenir. Et dans ce que vous dites, c'est-à-dire ce que je comprends, c'est comment on fait pour favoriser le passage de ces réflexions qu'on a comme là aujourd'hui dans un espace qui est quand même un espace scientifique, où c'est audible ce que l'on dit. Ça peut être discutable et critiqué, bien évidemment, et on a besoin de ça. Mais comment on fait pour faire passer ça dans l'espace public, en fait? J'avoue que là aussi, moi, je n'ai pas la réponse. Moi, je pense que c'est en continuant encore dans nos espaces scientifiques qu'à un moment ou un autre, il y a des choses qui diffusent quand même, qui essaiment. Je ne sais pas comment, à titre personnel, mais je l'ai esquissé dans mes propos. Moi, je commence seulement à faire ce travail-là, c'est-à-dire d'aller vers une diffusion davantage publique, parce qu'il a fallu que j'affirme ma position sur ces questions-là, parce que aussi, c'est ce que j'ai dit dans mes propos, je suis imprégnée d'éléments qui ont construit mon identité et où spontanément, moi, je me rends moins visible, je le sais. Et du coup, il y a aussi personnellement quelque chose à faire autour de ça. Donc, c'est pour ça, allons voir où cela nous mène, mais allons-y toutes et tous, vraiment, pour diffuser ça davantage. Tous les constats qu'on a entendus au travers des différentes interventions, les quelques discussions que j'ai eues aussi dans les espaces interstitiels, montrent bien qu'on est dans une forme, comme dans une impasse, en fait, par rapport à ces questions-là. Et donc, oui, il faut qu'on y aille toutes et tous, qu'on continue. Et j'apporte encore une précision, mais parce qu'il y avait beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. En fait, moi, dans le travail que j'ai mené, je n'ai pas commencé mes travaux de recherche en me positionnant comme féministe et en mobilisant le cadre des épistémologies féministes. En fait, c'est quelque chose vers lequel je suis allée progressivement parce que ça m'a permis d'apporter des éléments de réponse à des constats, à des choses que je constatais et que je ne comprenais pas, où ça m'interpellait. Et du coup, progressivement, je suis venue vers ces épistémologies féministes. Donc c'est pour ça aussi qu'il m'a fallu du temps pour asseoir un petit peu ma position, mes propos, et y aller franchement, quoi. Maintenant, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour cette présentation, c'était passionnant. Et je me demandais, parce que dans plusieurs des présentations qu'on a eues aujourd'hui, il y a eu des sujets sur l'accession à différents postes de maître de conférence ou dans les niveaux de la recherche. Et là, vous avez parlé par exemple de votre HDR, et j'ai pas vu de chiffres par exemple sur ces accessions à l'HDR. Et à quel point est-ce qu'il y a des problématiques nouvelles au moment de l'accession à l'habilité à diriger des recherches, et quel impact ça peut avoir par exemple sur l'orientation des sujets de recherche? Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout travaillé, j'avoue. Par contre, j'ai le souvenir qu'en introduction ce matin, Nicoletta a parlé d'un dispositif qui était spécifiquement destiné aux enseignantes chercheuses qui souhaitaient s'engager dans l'HDR. Donc finalement, ça révèle qu'il y a peut-être quelque chose de particulier aussi à saisir dans ce moment où des femmes
décide de s'engager vers l'HDR, parce que s'engager vers une HDR, ça veut dire aussi potentiellement prétendre à un poste de professeur des universités. Et du coup, effectivement, par rapport aux objets de recherche, soit c'est poursuivre, approfondir, ou ça, c'est prendre en charge de nouveaux objets de recherche. Mais après, il y a quand même ce moment où on se dit, oui, j'y vais. Je fais une habilitation à diriger des recherches. Je sais que potentiellement, je prétendrai à un poste de professeur des universités. Je reviens juste sur mon exemple. Je suis actuellement maîtresse de conférences émérite depuis le 1er novembre. J'ai soutenu mon HDR le 15 octobre. Voilà, c'est un choix de ma part, en fait, parce que c'était une logique dans laquelle je ne voulais pas rentrer. Mais soutenir cet HDR, ça me permet quand même de rendre public et de rendre acceptable par mes pairs dans un espace scientifique les réflexions que je développe. Et quelque part, c'était important ça. Mais en même temps, c'était important pour moi de le faire plutôt à la fin de mon parcours. Voilà, aussi contradictoire que cela puisse paraître. Voilà, mais c'est là aussi où il y a des subjectivités qui rentrent en jeu inévitablement. Voilà, donc je suis désolée de ne pas pouvoir apporter davantage d'éléments de réponse à votre question. Si je peux me permettre, je vais juste faire un commentaire. Ça t'a permis, donc tu avais ta démarche personnelle, HDR, retraite, ça t'a permis d'être maîtresse de conférences émérite, d'avoir l'HDR dont tu n'aurais pas pu bénéficier si tu n'étais pas HDR, à mon avis. Alors oui, peut-être, Voilà. mais je ne sais pas, parce qu'en fait, l'autre situation, je ne l'ai pas vécue, mais c'est fort probable. Non, mais c'est plus que probable. C'est effectivement... Mais si, l'HDR... Non, tu n'es pas d'accord avec ça. Non, mais c'est par les textes ministériels, la loi. Tu es professeur d'université ou tu es maîtresse de conférence ou maître de conférence HDR. Avant. Oui, mais ceci dit, dans mon dossier de demande d'éméritat, l'HDR figurait dans mon dossier. Donc oui, moi je pense qu'il y a une corrélation entre les deux. Ouais. Il y a d'autres questions? Je vois pas. Ah bon. J'y vais. C'était juste pour apporter une précision par rapport à l'HDR. L'HDR est l'étape où se joue la question genrée la plus forte. Et si on reprend l'indice d'avantage masculin, il n'est pas du tout le même si on compare pour les femmes et pour les hommes le pourcentage de chances de devenir rang A, si on le compare par rapport à l'ensemble des maîtres de conférence ou à l'ensemble des habilités. En gros, il n'y a pas d'indice d'avantage, enfin l'indice d'avantage masculin est égal ou voisin de 1 quand on le compare aux habilités, il est de 1,4 ou 1,5 quand on le compare à l'ensemble des maîtres de conf. C'est-à-dire que l'HDR est l'étape, et c'est pour ça que l'initiative à Rennes a un sens fort. L'HDR est l'étape qui pénalise le plus les femmes. Surtout avec un dossier bien plus épais que les hommes. Ça, c'est vraiment très... Moi, j'étais en commission HDR pendant très longtemps. En fait, une différence fondamentale, c'est que les femmes demandent un HDR avec un dossier beaucoup plus épais que celui des hommes. Et donc, nécessairement avec un âge plus important. Merci.